Bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour faire ça, on ne va pas présenter Galeries Lafayette, c'est le site e-commerce des grands magasins. Nous, la complexité qu'on a, c'est qu'on a un catalogue qui fait à peu près 1,5 million de produits. Et dans tous ces produits, en fait, on a autant d'opportunités, parfois non traitées, non saisies, sachant que, en plus, tous ces produits vont être souvent alimentés par les données que nous avons directement, qui sont données du PIM, qui sont données de l'enrichissement, qui sont données des first parties, des third parties, c'est-à-dire que selon le statut de notre marchandise, si c'est du stocké de la marketplace, on reçoit de l'information, ou soit nous-mêmes, en fait, on doit l'enrichir directement à nos studios. C'est-à-dire que quand on récupère les produits, on les shoot, on les enrichit. Et vous vous doutez bien que c'est un travail qui est important, mais la problématique qu'on a, c'est qu'après, on a un roulement de produits tout au long de l'année sur ces 500 000, on va dire, en fonction des saisonnalités, des marques qui sortent, des marques qui rentrent. Également du plan d'animation commerciale, les gens du merch qui vont nous dire ça c'est prioritaire, ça c'est plus prioritaire, en fonction également de la demande sur la partie média. Donc tout ça, ça donne quelque chose, on va dire, d'un petit peu complexe aussi à traiter. On a beaucoup de choses qui sont aujourd'hui présentes dans notre flux, mais qui ne sont pas forcément parfaitement renseignées. C'est-à-dire que nous, dans notre flux, on va récupérer une partie des données qu'il y a sur la fiche produit, mais on ne récupère pas tout. Allez savoir pourquoi, c'est comme ça. Les grandes boîtes, les grands projets, ça prend beaucoup de temps. Donc dès l'instant où on demande des micro-ajustements, c'est compliqué, ça passe dans la roadmap. Enfin bref, je ne vous la refais pas. Ou parfois, en fait, c'est simplement mal mappé. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'information, mais c'est mappé d'une façon assez archaïque. Et en fait, même si on a l'information, elle n'est pas au bon endroit. Et en fait, aller regarder 500 000 lignes au quotidien, de se dire est-ce que c'est ici ou pas, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne bien. Nous, en fait, on s'est posé plusieurs questions. La première, c'est justement comment automatiser tout ça. Et quand on disait automatiser, c'est vraiment qu'on n'ait pas d'intervention humaine sur le run. Évidemment, il y a tout un sujet, Nina en parlera, tout un sujet de setup au préalable qui est assez rapide. Mais bref, il y a quand même de l'intervention humaine. Mais on s'est dit, quelle solution peut nous aider à automatiser tout ça? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est, on va dire, la mise à l'échelle du sujet. C'est comment on peut synchroniser tout ce flux-là sur cette quantité, mais également sans impliquer les gens de la DSI ou du PIM ou de l'enrichissement dans ces sujets, et de se dire comment nous, on peut avoir une surcouche légère qui vient se plugger directement. Donc nous, aujourd'hui, on utilise Lengo en flux, et donc DataEdge arrive à aller se brancher directement là-dessus. Et puis après, sur toute la partie strat, c'est ce que je disais un peu avant, c'est comment nous, aujourd'hui, grâce aux outils de FinRich, on peut identifier quels sont potentiellement les produits avec un fort potentiel. Et donc, ça peut nous aider également sur la maîtrise de ces coûts. Nous, l'idée, c'était aussi, sur cette stratégie de coûts, c'est que nous, on avait déjà toutes ces optimisations avec notre flux à la base, avec notre agence. Mais après, on s'était dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et justement, l'idée, c'est que FinRich nous apporte ces petits incréments supplémentaires qu'on recherchait. Pour booster la performance sur Google Shopping, on est venu du coup adopter une approche expérimentale en 3 phases, qui allie IA générative et A/B testing. Donc, comme Damien l'a précisé, co-construit avec Emmanuel et l'agence Primelis. Donc, la première phase, ça a été donc un POC sur un levier clé qui est la description produit. Pourquoi on a choisi la description comme premier attribut à tester? Parce que du coup, dans le cas de Galeries Lafayette, c'est l'attribut qui avait la plus grande marge d'optimisation et c'est assez simple et rapide à mettre en place. Donc, on a commencé par vouloir valider l'impact business de l'optimisation de la description. Donc, on est parti sur un scope de 5000 références, 5000 SKU. Il y avait à la fois des top produits et des low produits. Donc, top, c'est high ROAS et high volume. Et les low produits, c'est low ROAS et high volume. On partait de descriptions qui étaient assez courtes, une ou 2 phrases maximum. Ça dépassait pas 300 caractères, donc on peut faire bien mieux. Et donc avec l'IA générative, ça a permis de générer des descriptions plus complètes, structurées et contextualisées, minimum 500 caractères jusqu'à maximum 5000, comme Google l'impose, c'est la limite 5000. Et donc après, on a mesuré la valeur ajoutée de cet enrichissement de description grâce à un A/B test. Je vais revenir sur la méthode juste après. Ensuite, en phase 2, donc là, on est parti sur une approche multi-attributs où on est venu tester des attributs un par un
pour isoler, en fait, pour tenter de craquer l'algorithme Google Shopping et du coup isoler l'impact de l'optimisation de chacun de ces attributs. On a choisi 4 attributs qui sont communs et applicables à tous les produits. Donc il y a le titre, la description, product type et product highlight. Et donc, comment est-ce qu'on procède de manière un peu plus technique? Donc, on vient en fait, donc c'était 50 000 SKUs divisés en 4 groupes de tests pour tester les 4 attributs. On vient faire des clusterings. Donc, on a un outil en interne de clusterisation. Et donc, à l'issue de ces clusterings, avant de lancer le test, on fait une analyse pré-test pour s'assurer en fait qu'il n'y ait pas de différence significative avant de lancer le test sur les KPI principaux. Donc comme ça, on part sans biais. Donc on s'assure qu'il n'y ait pas de différence significative grâce à un Z-test qui est communément employé dans l'A/B testing, qui sert en fait à déterminer si la différence observée entre 2 groupes est significative ou non. Une fois qu'on a validé qu'il n'y avait pas de différence significative, on vient calculer le MDE, donc c'est le Minimum Detectable Effect. Ce MDE, c'est le seuil au-delà duquel la différence observée sera significative. Donc c'est ce qu'on vient regarder quand on analyse les résultats post-test. On vient regarder si la différence, elle dépasse ce MDE, et si oui, alors on pourra dire que la différence est significative. Donc voilà un petit peu pour les précisions un peu plus méthodologiques, statistiques. Ensuite, la dernière phase de test où on est allé chercher la scalabilité et le retour sur investissement. Donc, on l'a déployé à plus grande échelle, non plus sur 50 000 SKU là, mais sur la quasi-totalité du catalogue de Galeries Lafayette. Donc, l'objectif, ça a été de maximiser le ROAS, donc, en ayant une approche multi-levier. Et donc là, ça a été une optimisation simultanée de 7 attributs produits. Donc on avait le titre, la description, product type, product highlight, motif, matière et couleur. Donc on a optimisé ces attributs, 7 attributs clés. Et donc pendant toute l'approche expérimentale qu'on a réalisée avec Galeries Lafayette, c'est vraiment une approche scientifique de l'optimisation du flux, porté par l'IA et à chaque fois piloté par la donnée, puisqu'on va mesurer en fait les impacts de ce qu'on fait. Donc ici, on peut voir un exemple pour un produit d'avant-après, avant-après Feed & Rich. Donc on a, avant on avait donc voilà bien évidemment le titre qui est obligatoire, la description, on avait aussi la catégorie ou alors encore appelé le product type et la couleur. Et il y a des attributs qui étaient manquants. Donc là, on a pu optimiser le titre. Donc, par exemple, on partait quand même avec un titre avec des petites erreurs de mapping. Donc, on peut s'affranchir des 2 tirés à la suite. La couleur multicolore, on peut mieux faire. Pareil sur le type de produit. On sait que c'est une robe, mais après, on a le nom vraiment du produit, mais sans vraiment avoir une optimisation avec le matching des requêtes utilisateurs. Donc là, nous, on a conservé la marque en début de titre. On est venu ajouter robe longue, donc le type de produit. Et après, on est venu aussi ajouter le motif fleuri. Donc on avait avant camouflage, donc fleuri, c'est plus parlant pour cette robe. Et crème et rouge pour les 2 couleurs dominantes de ce produit-là. Sur la description, on avait, donc vous le voyez, une description qui est directement issue de la page produit. Donc on a des balises HTML. C'est clairement pas très utile pour les algorithmes de Google. C'est pareil, on peut s'en passer. Donc évidemment, nous, on génère des descriptions sans balises et sans erreur de formatage. Et donc là, on a généré une description complète et contextualisée sur ce produit-là. Sur la matière, donc elle n'existait pas, donc nous on vient renseigner que c'est la matière viscose dans ce cas-là. La couleur, donc on avait multicolore. En fait, multicolore, ça peut s'appliquer quand on a vraiment un produit avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, mais là on en avait justement 2 dominantes, donc on peut renseigner séparées par un slash crème et rouge, les deux couleurs dominantes. Ensuite, on avait donc le motif, pareil, qui n'était pas renseigné, donc motif floral. Et puis la catégorie, on ne l'a pas retravaillé puisque c'était déjà bien catégorisé.
Et pour le dernier attribut qu'on est venu créer, ce sont le product highlight. Donc, on en génère entre 4 à 6, c'est 150 caractères, c'est des petits bouts de phrases qui mettent en avant le produit, en fait, les points forts du produit. Donc, ça, c'est totalement généré par l'IA, mais évidemment, en se basant sur des données existantes du produit. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, on a juste mis le ROAS, mais bon, il est positif, donc on est très content. Mais ce qui est aussi vraiment important, c'était est-ce que ça me permet, d'avoir un meilleur taux de clic. Pourquoi? Parce que quelle information je donne à Google? Est-ce que cette information permet d'avoir une meilleure pertinence ou est-ce qu'en fait on est moins random parfois sur des requêtes qui sont peut-être un peu longues et donc l'enrichissement, on va dire, nous permet probablement de donner des signaux à Google plus importants pour qu'il donne une meilleure, on va dire une meilleure cohérence de l'affichage par rapport à une requête. Ça, c'est le premier point. Donc, optimisation du CTR, ça a été le cas. Et après, c'est toujours un peu la magie du truc. C'est l'instant où on optimise le CTR, en fait, ça peut mécaniquement aussi baisser le CPC. Donc, ça a été un petit peu le double win. Donc, c'est ce qui explique aussi pourquoi le ROAS est principalement meilleur grâce surtout, je crois, au CPC. Enfin, je ne sais plus, j'ai plus le chiffre en tête, mais on était quasiment sur des 10%, jusqu'à moins 10% de baisse en tout cas de CPC. C'est pas anodin quand on dépense plusieurs millions d'euros à l'année sur ce levier-là. Donc ça, c'est premier point. Deuxième point, Nina en parlait sur la partie Product Highlight. En fait, nous, on y voit aussi d'autres choses, et c'est un petit peu ce qu'on met à côté sur la partie intégration, dans le sens où demain, tout ce qu'on a fait là en optimisation d'enrichissement, ça nous permet aussi peut-être en fait, de le mettre sur la fiche produit également. Pourquoi garder quelque chose, on va dire, de moyen sur la fiche produit alors qu'on a quelque chose de beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant sur la fiche produit, premièrement. Deuxièmement, toute la partie Product Highlight aussi, ça, pour moi, ça rejoint beaucoup, on va dire, ce qui est peut-être demain l'expérience du moteur de recherche de Google ou comme les gens, on va dire, requêtent dans ChatGPT. C'est-à-dire que c'est pas genre est-ce que je veux une robe longue rouge, c'est je veux une robe de soirée sympa, de tel truc léger l'été où j'ai pas chaud. Enfin, bref, je suis pas client, mais en tout cas, je pense que tous ces highlights nous permettent simplement aussi de bien mieux être, on va dire, pertinent pour les moteurs de réponse ou pour Google demain. Donc ça, c'est des choses qu'on peut réutiliser. Donc ça, c'est clairement pour nous un vrai levier. L'expérience, on va dire l'expansion, après nous l'idée c'est qu'on a fait ça uniquement sur le search. On peut le pousser pour le site pour après l'optimisation SEO. Demain, on fait aussi pas mal d'investissements sur Meta. Est-ce que Meta aussi peut être dans la roadmap? Probablement. Après nous on est assez sur un niveau de levier, on va dire assez réduit. Mais bon, en tout cas je pense que l'expérience peut se faire sur tout type de source. Toute l'approche également multimodale, dans le sens où là, on a vraiment travaillé uniquement les textes. Et je pense que ça fait le lien avec ce que vont présenter l'équipe de DataIas ensuite. C'est sur les vignettes, pareil, on a parfois des visuels qui sont très très bien shootés, parce que c'est fait par nous. Alors je ne dis pas que la donnée fournisseur n'est pas bonne, mais on fait du shooting et on y met du cœur, on y met des moyens, donc c'est vraiment canon et propre. Mais parfois, on n'a pas le temps de tout shooter, ou la data fournisseur est telle que l'IA peut aussi parfois nous enrichir, en tout cas nous embellir un petit peu tout ça. Donc la partie visuelle, ça c'est le premier point. Et puis après, c'est aussi comment on peut donner vie au visuel. Aujourd'hui, il y a pas mal d'outils, je disais un peu, qui peuvent donner vie justement sur ces visuels-là. Donc on a vraiment tout un pan qui peut se travailler. Et puis après, sur le sujet segment produit, pareil, où là, je pense qu'on peut encore aller plus loin, dans le sens où on a vraiment prompté avec les équipes de façon assez généraliste. Demain, est-ce qu'on doit le travailler en fonction du plan d'animation commerciale? Est-ce qu'on doit travailler différemment un prompt quand c'est un produit de beauté, quand c'est un produit de maison, quand c'est un produit de mode ou quoi que ce soit? Parce qu'on a quand même chez Galeries Lafayette, je pense à Leroy Merlin, des choses comme ça. Pareil, il y a tout un éventail de produits complexes et différents. Donc je pense qu'il faut qu'on aille après, non pas sur du sur-mesure, mais au moins qu'on arrive à un peu à styliser tout ça. Donc voilà, en tout cas, nous, on est très contents. Ça fait pas mal de temps qu'on bosse là-dessus avec les équipes. Comme le disait Nina, on est vraiment on est parti petit, 5 000, 50 000. Maintenant, on est passé à l'échelle complète.